Le coup de foudre. Le coup de foudre. Conversation à boire et à manger avec ceux qui le font. Ici, je reçois des hommes et des femmes qui ont fait le choix délibéré et passionné de nous nourrir, nous enivrer et éveiller notre palais et parfois même notre curiosité. Ils sont agriculteurs, chefs, artisans ou encore commerçants et ils viennent me raconter leur coup de foudre, ce déclic qui a déterminé leur chemin ou changé leur vie. Un moment d'échange enthousiaste et gourmand pour vous présenter ces hommes et ces femmes qui, selon moi, rendent le monde meilleur. Rien que ça. Aujourd'hui, nous sommes revenus en Île-de-France et je reçois Benjamin, céréalier en agriculture conventionnelle. Oui, conventionnelle. Alors, au départ, pour lui, c'est plutôt une volonté de faire perdurer la ferme familiale qu'un vrai choix du cœur. L'évidence, elle s'impose plus progressivement. Mais il manquait encore quelque chose. Alors, il vient juste d'amorcer un virage plus excitant pour lui en se diversifiant et en plantant des vignes, en bio cette fois-ci, pour faire du vin. Alors, je vous cache pas que j'ai un peu sursauté sur certains sujets dans cet épisode et que, bon, on n'est pas d'accord sur tout, mais son regard sincère, et notamment de la crise agricole, et surtout sa détermination et sa capacité d'engagement, y compris à très long terme, traduisent de belles valeurs que j'ai vraiment plaisir à vous partager dans ce deuxième épisode. Bonne écoute. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Je te remercie d'être venu enregistrer ce premier épisode du Coup de Foudre. Je ne sais pas si ce sera le premier diffusé, mais en tout cas, tu es le premier que j'enregistre. Est-ce que tu veux te présenter pour démarrer et tu choisis la forme de présentation qui te paraît la plus juste pour toi? Donc Benjamin, je suis céréalier en Seine-et-Marne, à côté de Paris, à une petite heure de Paris. Est-ce Euh, qu'on peut donner le nom de la... du village Ouais, qui est tellement mignon. Chaton, petit village Chaton, entre Paris et Reims, à mi-chemin à peu près. Donc céréalier depuis 12 ans et puis là sur un nouveau projet vigneron, néo-vigneron depuis bientôt un an. On vient de planter là avec mon frère. Donc, voilà, Ok. 43 ans et que te dire de plus? Ça fait donc... c'est pas ton premier métier, agriculteur? Non, 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 j'avais fait des études de compta à une école de commerce. Après, je suis parti dans le commerce. Je travaillais comme commercial pour Lactalis, président et tout ça, Lactel et tout. Et en 2010, j'ai tout plaqué pour reprendre l'exploitation familiale en 2011, en mars 2011. C'est quoi le déclic qui fait que tu plaques tout? Bah déjà, je commençais à plus trop m'éclater dans ce que je faisais. Et puis mes parents arrivaient à l'âge de la retraite. Mon frère voulait pas reprendre, moi je voulais pas reprendre. On était à 5 ou 6 générations, j'ai un doute. Je sais plus si je suis à sixième ou à septième. Et je trouvais ça dommage d'arrêter là. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans. Alors que j'étais pas du tout destiné, hein. Toute mon enfance, je l'ai plutôt fui ce métier même, par le biais de mes études et tout. Mais voilà, j'avais envie de revenir, plus envie de revenir, qu'il y ait de la continuité dans le truc, quoi. Donc au départ, c'est plutôt une motivation de transmission, de C'est patrimoine exactement. familial et d'histoire familiale aussi. Totalement. Totalement, c'est exactement ça. De toute façon, généralement, dans l'agriculture, ça commence souvent comme ça. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les mecs qui viennent pas du milieu et qui s'installent parce que déjà, quand tu viens du milieu, c'est pas facile. Donc, j'en ai connu quelques-uns qui s'installaient comme ça hors contexte familial. C'est très, très compliqué, surtout dans notre région avec la pression foncière qu'il peut y avoir sur la région parisienne. Donc, très, très compliqué. Donc, je suis pas sûr que si mes parents n'avaient pas été agriculteurs, j'en serais arrivé à prendre cette voie, quoi. C'était pas, ça a été un peu le déclic, quoi. C'était vraiment l'idée de la continuité de la chose. Et tu l'as fait en connaissance de cause, du coup, puisque tu avais toujours vu tes parents Bien sûr. faire ce métier-là, donc tu savais que c'était pas facile, et c'était pas le choix de Ouais. la facilité. Mais si Euh, tu veux, mes parents étaient éleveurs laitiers. Je crois que c'est ça qui a fait que toute mon enfance, j'avais pas spécialement, je courais pas après ça. Parce que l'élevage laitier, par rapport à la céréale, c'est plus contraignant. Moi, mes vacances en enfance, c'était colonie, c'était les vacances avec les grands-parents. Je partais 3 jours par an en vacances avec mes parents, donc c'était pas la vie que j'espérais. Et ils ont arrêté le lait en 2001. Derrière, ils ont fait de la vache à viande charolaise et limousine. Déjà, ça avait commencé à me faire un peu tilter. Quand j'ai terminé mes études, on faisait du circuit court en 2002, donc tu vois, ça date. On n'était peut-être pas les premiers, mais ça date. Sur de la limousine et de la charolaise, moi, après mes études en 2004, j'avais hésité à lancer une activité autour de ça, parce que je me cherchais encore un peu. Finalement, la fibre éleveur, j'avoue,
Je me suis rendu compte très vite que je l'avais pas. J'ai un labrador, là, ça me suffit largement. C'est c'est bien suffisant. D'ailleurs, c'est 2 ans aujourd'hui. Et c'est quand ils ont arrêté tout ce qui est élevage où ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que la partie céréalière, je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, tu te rends compte que bah, tu avais la terre qui coulait dans tes veines, quoi. Donc, t'as beau la fuir, ça, ça Ça reste toujours revient. là, quoi. Ça reste toujours là. Donc, Et les céréales, parce que... c'était la continuité. Mes parents, donc, au début, comme je te disais, c'était un peu polyculture et élevage. Donc, il y avait une partie de la production de céréales qui était pour l'élevage. euh, et puis une partie qui commercialisait. Et donc, du coup, ça a été dans la continuité. Mais. Alors, je vais faire un bond tout de suite de 10 ans. Hein, mais c'est ce qui fait, par rapport à mon projet vigne, c'est ce qui fait que je me lance dans le projet vigne. Parce que le problème de la céréale, c'est qu'on n'a pas le contact consommateur. Et moi, c'était un truc qui me manquait. Donc, c'est super bien la céréale. Moi, c'est un truc qui me botte. C'est plutôt sympa. Alors, je dis pas de tourner en rond comme un poisson dans un aquarium, dans un champ. C'est pas ça qui me fait rêver le matin en me réveillant. Mais par contre, tous les choix, les stratégies, les choses comme ça qu'on peut faire, les choix de culture, les choses comme ça, la vie de la terre et tout, c'est super intéressant. Mais il me manquait un truc, ce contact consommateur. Et donc tu faisais des céréales, tu en fais toujours. Ouais. Et là, tu as donc un nouveau projet pour être au plus près du consommateur qui est le vin. Mhm. Donc tu as planté des vignes, tu me Ouais. disais. Euh, Il y a d'autres formules pour être au plus près du Ah, mais consommateur. Le vin, on a eu pas c'est... mal d'idées. On a eu pas mal d'idées. Ça fait depuis 2017 que je cherche à me diversifier. Donc, c'était 6 ans après m'être installé. Tout de suite, j'ai cherché. Moi, j'ai grandi en faisant les marchés avec ma mère le samedi matin. Elle vendait ses produits laitiers. Et, euh, et dès 2017, on commençait à chercher d'autres choses à faire par rapport, par rapport à notre produit de matière première, c'est-à-dire la céréale. On a pensé à la bière, aux pâtes de ferme et tout ça. Il y a eu pas mal d'idées qui sont venues. Mais rien qui me faisait un peu rêver le matin, quoi. Et un jour, mon frère est arrivé avec l'idée du vin, parce que la Chambre d'agriculture poussait au projet, faisait beaucoup d'appels au projet au niveau du vin. Et ça a été une évidence. Ça a été une évidence parce que c'est un milieu qui me plaît. C'est les gens que tu rencontres dans le métier, c'est des passionnés. C'est contrairement, je retrouve la passion que tu pouvais retrouver chez les éleveurs. C'est vraiment un métier passion. Plus que, je peux me faire des communs, mais certainement plus que sur la céréale. C'est vraiment un métier, même si la céréale, il faut aimer hein, pour le faire. Mais le vin, je sais pas, il y a un truc, il y a une fierté du produit que tu vas sortir. Et, et du coup, ça m'a tout de suite fait, comme mon frère avec cette idée, ça m'a tout de suite fait vibrer. Je dis, ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça. Mon frère est fromager, donc moi, je fais de la céréale pour faire du pain. Mon frère est fromager. On s'est dit, mais le vin, c'est une évidence, quoi. Il nous C'est manquait que ça. le trait d'union entre vous Exactement. deux. Comme il dit, le fromage n'aime pas l'eau, donc il faut quelque chose. Donc ça a été une évidence tout de suite. Et puis on a retrouvé des photos de mon père qui avait 7 8 ans dans les vignes, donc il y avait déjà des vignes dans le village, qui avaient été arrachées à cause du phylloxéra. Mm. Il faut savoir qu'en Île-de-France, je crois qu'il y a un siècle, il y avait 80 000 hectares de vignes, je crois, en Île-de-France. C'était plus grand que la Champagne, il me semble. Ah oui. Ouais, Alors non, c'était tu me monstrueux. l'apprends. Ok. C'était monstrueux. De toute façon, quand tu regardes des plans de cadastre des villages, tu as toujours un lieu dit les vignottes, les vignettes, les Ok. vignes blanches. T'as toujours un truc. Je pense que ça venait du clergé qui devait tous avoir, ils devaient tous y avoir des vignes et je pense que ça venait de là. Et voilà, tout ça, ça a fait que j'ai de la famille aussi dans le Champagne et tout. Et ça a été presque une évidence, mon truc. Ok. Mm. Mais donc, t'as jamais vinifié. Jamais. Et tu J'ai t'appréhendes jamais ça fait comment? pousser, j'ai plus jamais fait pousser un pied de vigne. J'ai jamais. Non, mais tu fais pousser des trucs. Je peux Ouais. imaginer que c'est pas si éloigné et que, tu vois... Non, non, bien sûr. Après, c'est une plante, voilà, faut apprendre son cycle, il faut apprendre comment elle vit, faut apprendre les maladies, il faut apprendre tout ça. Et puis, il faut gérer la vinification. Oui, c'est un truc qui me fait bien peur. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas du tout maîtrisé. Et Mais, tu t'entoures de quelqu'un ou tu y vas bah, en sautant comme je te dans le disais, grand j'ai de la bain? famille dans le Champenois. J'ai mon cousin qui a pas mal travaillé à droite et à gauche aussi en France. Il a travaillé en Bourgogne, en Alsace et tout ça, dans de très, très belles maisons.
qui est en biodynamie, donc qui est dans une démarche aussi un peu spécifique et qui nous suit du coup. Donc ça, et puis bon, après, l'avantage qu'on a par rapport à quand je te parle de mon père dans les années 50-60 qui avait des vignes, c'est que aujourd'hui, faire venir un œnologue ou un assembleur ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus facile qu'avant, quoi. Lui, t'as envie de faire venir un œnologue bourguignon, tu lui payes le billet de train, il vient. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, et puis les techniques de vinification sont quand même pas mal améliorées. Donc je pense que pour se faire accompagner, c'est beaucoup plus facile qu'il y a une période. Et tu arrives à mener les deux activités de front, céréalier et futur vigneron. Je t'avoue que cette année, j'en chie. J'en chie un peu. Ah, c'est la première année là où vous avez. Ouais, bah, c'est la mise en place et je m'attendais pas à ça. Là, 10 000 pieds, parce on est en vigne large, en 2 mètres sur 1, quoi, semi-large. Donc on a 10 000 pieds hectares, donc on a planté 5 000 pieds hectares, donc on a planté 10 000 pieds. Ouais, non, la mise en place, c'était raide. C'était très très raide. Mais voilà, faut qu'on trouve les solutions. Je vais pas me laisser abattre. Après, le seul truc, c'est que c'est assez complémentaire. C'est-à-dire que la taille d'hiver, bah, nous, les céréales sont un peu en hibernation. Les vendanges au mois de septembre, c'est pareil. Au niveau de la céréale, on est entre les deux périodes, entre la moisson et les semis, donc on est un peu plus libre. Le mois de juin, on est un peu plus dispo sur les céréales. Bah, là, les vignes, c'est là où ça a besoin aussi au niveau du travail du sol, du maintien du feuillage et tout ça. Donc, du coup, ça me fait une année bien remplie. Parce que je me rends compte que Oui, en j'avais plus fait, beaucoup de temps. ce que tu dis, c'est que tu t'ennuyais avant, en fait. Tu avais trop de Ah, temps. j'irais pas j'irais pas jusqu'à dire que je m'ennuyais, mais ouais, j'avais du temps. J'avais du temps. J'avais du temps. Je m'ennuyais pas. Non, non, pas parce que j'ai quand même une vie. Ça me plaisait bien aussi. Mais là, ouais, là, c'est c'est un peu le truc qui fait peur là, sur le lancement. Après, je pense que quand ça sera parti en production, on sera en vitesse de croisière, ça sera différemment. Mais là, la mise en place, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ça soit autant de taf. Tu regrettes d'y être allé Bah, si franco ou. bon, je te dirais ça en 3 ans quand je sortirai la première quille. Si je sors du vinaigre, je te dirais je regrette. Écoute, ce qu'on fera, c'est que je te réinviterai dans 3 ans et on la Exactement. boira ensemble, la première. Eh ben écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Non, non, pour le moment, je regrette pas du tout. Non, non, c'est passionnant. Mais ouais, il faut. Pareil, on va parler d'un truc concret, même économiquement. Économiquement, les vignes, ben, moi, le projet, il est sorti on a commencé à en parler en 2020. La première bouteille, elle va sortir en 2027. C'est long. Ouais. C'est très, très long. Donc, Et avec aucune certitude qu'elle soit buvable. et avec aucune certitude qu'elle soit buvable. On va tout faire pour. On va tout faire pour. On va faire un truc de très bon. Mais ouais, c'est super long. Entre le moment où tu as le projet et que tu fais voir si la terre elle peut supporter, tu vois, on a fait venir les agronomes et tout ça pour voir si faire les analyses de sol pour voir si notre terre était faite pour ça, parce qu'on voulait pas non plus. L'idée, c'est quand même faire du quali. C'est pas de faire de la quantité. Hein. Sortir 100 hectolitres à l'hectare, c'est facile. Nous, c'est pas le délire. Donc, plus les démarches administratives, je t'en passe les meilleurs, parce que l'alcool, tu rentres, tu mets le doigt dans les douanes, les machins et tout. Donc, tout ça fait que, projet, la jeunesse du projet 2020 et le pied de vigne planté en mai 2023. Déjà 3 ans pour planter le Ouais. pied, 3 ans et demi pour que ça donne. C'est long. C'est très très long. Et très frustrant. Là, j'ai qu'une envie, c'est de se goûter, c'est chiqui. Ouais, c'est clair. Parce que sur les céréales, tu vois, je suis très nulle sur cette partie-là. C'est quoi le cycle Enfin, tu t'arrives à récolter le fruit de ton travail, pas récolter ça, mais Ouais. le fruit de ton travail, en tout cas, au bout de combien de Ah temps? bah, c'est une culture annuelle, C'est immédiat. Donc, en fait, voire même des cycles courts. Tout ce qui est culture de printemps, type betterave, orge de printemps ou des choses comme ça, c'est des trucs que tu sèmes là, que je vais semer là dans les prochaines semaines, le jour où la météo voudra bien, et qui vont être récoltés cet été. Donc, c'est des cycles de 4 mois, et puis sur les cultures d'hiver, c'est des cycles, on sème ça au mois d'octobre, et c'est récolté au mois de juillet, donc c'est des cycles très courts. ouais, donc le suspense est de courte durée entre Carrément, le travail fourni, l'énergie que tu as mis carrément. et la qualité de ce qui en sort, tu le mesures assez vite. C'est Effectivement, ça. là. Là, non. Sur le vin, tu as deux choses. C'est que tu as la partie agriculture, mais tu as la partie transformation, vinification, Exactement. ok, qui est encore. Mais c'est vrai que pour le moment, je me suis pas encore bien penché sur le truc. Quoi, si là, on s'y penche un peu parce qu'on est justement on est en train de faire, on est un peu sur le bâtiment là, sur l'élaboration du bâtiment, sur le chai et tout ça. Donc, voir un peu sur quoi on va. De la cuve inox, de la cuve béton. Voilà, est-ce qu'on va mettre beaucoup de bois? Est-ce qu'on va
On est sur tous ces choix-là aujourd'hui. Donc on commence à mettre un peu le nez dedans, mais Quand tu fais comment? Tu vas goûter chez d'autres vignerons? Tu vas. bon, je vais pas forcément chez eux, mais, Non, mais aussi sur cette notion de cuve, par exemple, que tu goûtes, je n'en doute pas. Tu sais, nous sommes d'ailleurs un peu en train de goûter des trucs, mais. non, quand je peux, j'essaie. Quand il y a un truc qui me plaît, on essaie d'aller voir. On essaie d'aller voir un peu comment ils travaillent, on s'y intéresse un peu. Donc, mais le truc, c'est que tu te rends compte qu'ils sont tous différents. C'est hallucinant. C'est des chimistes, c'est des petits chimistes, les gars. Quoi, chimiste, c'est peut-être le mauvais terme, mais les gars, c'est des sorciers, quoi. Ils ont toutes leur technique, ils sortent tous un truc Hmm. avec leur typicité, leur personnalité, alors que il y en a pas un qui travaille pareil au final. Hmm. Il n'y en a pas un qui travaille pareil. Là, on a rencontré un gars en, en Alsace sur le Sylvaner. Le mec est passionnant. Passionnant, c'est un truc de fou. Euh, je connais un vignoble que j'aime beaucoup sur les côtes du Rhône où tout est cuve béton et tout ça. Alors, moi, je connaissais pas du tout, mais c'est super bon ce qu'ils font. Il y a une fraîcheur de dingue. On a rencontré un gars sur la côte catalane qui est en amphore, encore un autre délire. Sa meilleure cuvée, c'est une amphore qu'il avait oubliée sur le mur en plein cagnard, et qui un jour il l'a ouvert, il a fait oh, putain, c'est magnifique ce truc-là. C'est magique. Et puis des fois, tu tombes sur un truc magique, sur une erreur. Ouais, C'est un peu, c'est c'est la un tarte organisme tatin, quoi. vivant le vin finalement. Donc c'est ça qui est. Ça se trouve, on va faire des conneries, mais ça va sortir un truc de dingue. On sait Et pas. inversement, quand on Et aura. inversement, on va vouloir faire un truc hyper technique qui n'aura pas d'âme. Donc il va falloir Tu dis trouver. on, parce que Je suis avec mon frère tu sur le le fais avec projet ton Vigne. frère. Ouais, je me vois. Bah, comme je te disais, il est fromager, il est meilleur envoyé de France fromager. Et, euh, et comme je te disais, il dit toujours le fromage n'aime pas l'eau. Et lui avait un peu envie de revenir aussi sur la terre. Sur les céréales, on n'avait pas la place d'être à deux, donc c'est pour ça que c'est lui qui est venu avec le projet Vigne à la base. Ouais, puis Donc, ça a du sens avec mais ton totalement. déclic initial de transmission, de patrimoine familial, enfin d'histoire familiale en tout cas. Exactement. Trop cool. Mm. Trop cool. T'étais quel genre d'élève à l'école, toi? Voilà, tu remontes loin. J'étais un bon fumiste, hein, si je pouvais en faire le moins possible, c'était pas mal. C'était pas mal. Du coup, c'est super d'avoir choisi un métier où t'es obligé de pas pousser des wagonnets, tu vois, au contraire, t'es obligé d'y aller un peu. Ah bah je l'ai fait le fumiste, hein, je l'ai payé. Ça marche pas dans l'agriculture. De la procrastination, ça ne marche pas dans l'agriculture. Quand il faut y aller, il faut y aller. On a un élément, c'est la météo. Ouais. Donc là, quand il faut y aller, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Et t'en apprends tous les jours parce qu'il n'y a pas une année qui se ressemble. Donc encore cette année, là, ce qui nous arrive cette année, c'est l'hiver qu'on passe, là, c'est exceptionnel. D'être arrivé bientôt au 1er mars, c'est pas pouvoir foutre un tracteur dans un champ, c'est. Donc je vais encore en apprendre de cette année. Puis j'en apprendrai encore l'année prochaine. C'est assez passionnant pour ça, mais assez frustrant aussi. Faut avoir les nerfs solides, hein. Ouais, ouais, bah, c'est sûr. D'ailleurs, enfin, je sais que tu es aussi très engagé par ailleurs sur le sujet agricole, j'allais dire du moment en tout cas, qui a une visibilité en ce moment par les médias. Et voilà, c'est un sujet qui évidemment ne date pas d'il y a 3 semaines. Euh, Cette question des nerfs, en plus, vient se rajouter les enquiquinements administratifs, décisions politiques de différents partis. Ça, c'est. Bah, le truc, c'est que ce qui est assez frustrant dans notre boulot, c'est que déjà, donc, on a la météo, on ne la maîtrise pas. Notre prix de vente, on ne maîtrise pas. Ce qui est, Aujourd'hui, c'est pas nous qui vendons. ce qui est un délire. En céréales, là, le vin, c'est nous qui allons choisir le prix. En tout cas, en céréales, ou le lait, ou des choses comme ça, c'est pas nous qui vendons, on nous achète le truc. Donc, c'est pas nous qui choisissons le prix. C'est nous qui subissons le coût de revient, et c'est pas nous qui choisissons le prix de vente. Donc, déjà, il y a un truc qui peut pas marcher, quoi. C'est quand même je pense, la seule profession en France, la vente est interdite à perte en France. Je pense que c'est la seule profession où on vend à perte, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ouais, au niveau des Ouais, décisionnaires. ouais, ce que j'allais dire. Je pense que là, Non, non, pour non, le je coup, pense que vous là, êtes les seuls grévistes, vous avez tout le non, pays là, avec pour le vous. coup, c'est vrai qu'on a senti tout l'amour des gens pendant les mouvements là, d'il y a quelques semaines. Mais en tout cas, au niveau de nos décisionnaires, ça n'a l'air de choquer personne. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, bon, la récolte 2023, j'ai pas encore les chiffres en tête, mais je me souviens en 2022, je vais pas mentir, avec les prix qu'on flambait, on était sur des prix rémunérateurs.
Mais je me souviens, quand je me suis installé en 2011, j'avais un coût de revient à 128, 140, 128, 135 euros la tonne de blé. On la vendait 115. Chaque fois que je vendais une tonne de blé, je perdais 10 balles. Ça choquait personne. C'est impossible. C'est 2016, pareil, récolte pourrie du fait de la météo. On fait la moitié de notre potentiel. Donc on se retrouve avec des prix de revient par rapport à la récolte qu'on avait. On était à 180, 190 euros la tonne. On la vendait 140. Ça choquait personne. C'est ça qui est assez dingue dans notre métier. Et le lait, pareil. C'est de dépendre d'un cours. Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est ce que le truc, c'est que la météo, on gère pas. Le prix de vente, on gère pas. On essaie juste de vendre au mieux. Si derrière, en plus de ça, on nous somme avec des normes, des règles qui changent tous les 4 matins, l'administratif où on se répète tout le temps, on justifie tout le temps, et surtout on se répète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas les services qui communiquent pas entre eux, on donne les mêmes informations à un service à un autre, donc pour nous c'est rébarbatif. Donc j'espère que ça va bouger. J'espère vraiment que ça va bouger parce que Tu sens là qu'il y a des choses qui sont engagées et qui, enfin, suite aux annonces du Premier ministre, est-ce que le mouvement s'est mis en marche, les promesses sont en train d'être, en tout cas, essayent d'être tenues, ou est-ce que, voilà, on a fait des... le gros problème de ce mouvement, et la beauté de ce mouvement en même temps pour nous agriculteurs, mais le gros problème pour ceux qui veulent vouloir changer les choses, c'est que moi depuis 2011, c'est la première fois que je vois un mouvement où tu as tous les corps de métier de l'agriculture qui sont réunis. C'est-à-dire que tu as les céréaliers, les éleveurs, les viticulteurs, les maraîchers, tu as tout le monde. Tout le monde est concerné. Et on n'a pas tous les mêmes problématiques. Donc, pour contenter tout le monde, il va falloir qu'en face, il soit très très bon pour que ça se calme. Et moi, c'est la première fois que je vois ça. Des mouvements, j'en ai vu. J'en ai pas participé à beaucoup, mais j'en ai vu quelques-uns. Et c'était des mouvements où presque on était un peu tous divisés, quoi. L'éleveur, il pouvait pas blairer le céréalier parce que le céréalier, il avait l'impression que le céréalier s'en mettait plein les poches parce que le céréalier était cher et que lui payait son aliment cher. Le maraîcher n'aimait pas le vigneron parce que ceci, le vigneron n'aimait pas. Et on a l'impression qu'on nous avait un peu divisés pour mieux régner. Et là, c'est la première fois en 2024 que je vois un mouvement où, où vraiment tous les corps de métier sont réunis. Donc ça va être je pense que ça va durer. Il y a eu des belles annonces, mais il n'y a rien de gravé. C'est des dérogations. On va défendre le dossier à l'Europe. Quoi, moi je l'ai ressenti comme ça. Donc à voir. Si ça arrive, tout ce qu'ils ont dit, très bien. Mais wait and see, quoi. Parce que là, pour le moment, il y a l'histoire des jachères, c'est une dérogation pour 1 an. Donc l'année prochaine, nous, ça se trouve, on repartira. C'est ça qui est chiant aussi dans notre métier, c'est que qu'on nous mette des normes, je veux bien. Il y a des choses qui sont certainement justifiées dans les normes qu'ils nous mettent. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, moi, par exemple, les vignes, j'investis pas pour 5 ans. J'investis pour 30, 40, 50 ans. Bon, je les exploiterai pas 40 ans, mais voilà, c'est un investissement. Nous, les agriculteurs, on est prêts à investir, on est prêts à faire des choses. Sauf que si tu nous changes les normes tous les 6 mois, tous les 1 an ou tous les 18 mois, pour nous dire, bah voilà, ton bâtiment, il est obsolète. Ta vigne, bah, ton modèle, il va plus parce que ceci. Mais au bout d'un moment, on va en avoir marre, quoi. On va arrêter. Mm. Donc, quand tu rachètes une ferme, tu rachètes pas une ferme comme tu vas acheter ta baguette, quoi. Tu achètes une ferme pour un projet de vie, pour une carrière. Et si on change les règles si on change les règles du jeu tous les 6 mois, non, c'est juste l'horreur, quoi. Mm. On verra, du coup, la tendance, elle va vers quelle période pour... vous avez donné combien de temps au gouvernement pour Bah, il y a la tenir ses fameuse date du promesses? salon de l'agriculture Ouais, enfin, c'est qui la semaine va, prochaine, quoi. qui va arriver vite. Euh, je sais pas parce que c'est aussi une guerre de syndicats. Voilà, on n'est pas tous sur la même ligne. Je sais pas comment ça va se passer. J'y étais moi sur les barrages sur l'autoroute. J'étais sur l'autoroute A4 et voilà, en tout cas nous au niveau du syndicat dans lequel je suis. Tu veux le euh, nommer? Bien sûr, c'est FNSEA. On a voulu croire au truc. On se la joue peut-être un peu plus patient. Mais par contre, ceux du Sud-Ouest qui sont plus la coordination rurale, qui ont attaqué le mouvement peut-être 3 semaines avant nous, ils vont peut-être moins être patients que nous. Donc je sais pas comment ça va aller.
Dans ce contexte-là ou dans d'autres, hein, tu parlais des problèmes climatiques, tu parlais de plein de choses, enfin de tout ce qu'il peut y avoir dans Kikinan, dans ce métier. Est-ce que c'est le choix que tu as fait, tu le regrettes parfois? Non. Non, 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 pas du tout. Je me marre pas tous les jours. C'est vrai. Je, je me marre pas tous les jours, mais non, maintenant, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. C'est sûr que quand ça va bien, c'est mieux. Ça passe mieux. Après, voilà, là, il y a le nouveau projet qui est hyper excitant. Donc, par rapport à ma vie d'avant, je regrette pas. Après, il y a des choses que je ne voyais pas, même si je connaissais. Je suis né là-dedans. Il y a des choses que je pensais pas que ça allait être comme ça. Au niveau volatilité des revenus, au niveau de l'administration, au niveau de tout ça. C'est vrai que quand je me suis. Truc basique, quand j'ai voulu reprendre, je me suis dit, bon, il y a de moins en moins, il y a de l'urbanisation, il y a de moins en moins de terres à cultiver, il y a de plus en plus de monde sur la planète, donc l'agriculture, de toute façon, on en aura toujours besoin, et bien, il faudra nourrir tout le monde. Je me rends compte que finalement, s'il y a des gens qui meurent de faim, c'est pas grave, pour certaines personnes. Donc, que l'agriculture n'est pas forcément aidée, donc pas forcément toujours soutenue. Pas les décisions qui sont prises. À part là, par les citoyens, on a vraiment senti quelque chose là qui s'est passé. Enfin, moi, j'ai fait deux actions. J'ai fait une sur un rond-point local où là, on était vraiment en contact. On distribuait des pommes, du pain et tout ça. Et donc là, on était vraiment en contact avec les citoyens. Donc là, on sentait bien qu'on était soutenus. Après, sur l'autoroute, on était entre nous. C'était un peu différent. Et encore non, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Je vois un mec qui me fait des appels de phare, j'étais en tracteur, un mec qui me fait des appels de phare, je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Et le mec était comme ça après en train d'applaudir dans sa voiture tout seul en me croisant, je fais bon, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'était pas toujours le cas. Mais tu sais, tu parles des citoyens, puis comme tu as commencé chez Lactalis, et que voilà, mais j'imagine que tu connais C'est qui le patron, la marque du consommateur. C'est plutôt une preuve, en tout cas un bon début de preuve, que le consommateur est plutôt du côté de l'agriculteur que du distributeur. Alors à l'échelle que ça, mais c'est plutôt. Et je pense qu'il est foncièrement, il a foncièrement envie de manger français et d'être derrière l'agriculteur, mais le problème c'est qu'il n'est pas informé. C'est-à-dire que, mis à part le circuit court quand tu as un producteur en face de toi, je pense qu'il est impossible de certifier à 100% que tu manges français sur l'étiquetage. C'est un délire. Enfin, c'est C'est ça fou. qui est hallucinant. Parce que moi, à la limite, c'est juste ça. Juste si l'étiquetage était transparent, rien que ça changerait tout. Après, que les gens, ils ont envie de manger du poulet aux hormones, du grand bien en face pour des raisons diverses, soit pour une question Économique. de coût d'achat, de prix d'achat, pour une question parce qu'il n'est pas convaincu, il en a rien à foutre de la bouffe et voilà, et grand bien lui fasse. Mais au moins celui qui a envie de manger correctement et qui a envie de manger français, qu'il soit informé correctement. Il y a trop. C'est trop compliqué de savoir. Aujourd'hui, tu peux acheter un truc marqué fabriqué en France, tout ce que tu veux, tu n'as aucune certitude que la matière première est française. C'est hallucinant. Des fois, on m'a raconté des trucs, alors je sais pas si c'est vrai, parce que des fois, c'est des bris de plaine, on sait jamais, mais des carcasses de volailles qui arrivent de l'étranger et à partir congelées, et puis à partir du moment où elles sont transformées en France, on peut mettre origine France ou des choses comme ça. Aujourd'hui, un truc pareil, on en parlait sur les barrages, l'origine UE. Mais ça veut dire quoi l'origine UE? Il y a pas un pays qui a la même règle. Il n'y a pas un pays qui a la même règle. Une tomate ukrainienne n'a pas la même. Ukrainienne, je sais pas si pour des tomates, mais une tomate française n'a pas les mêmes règles qu'une tomate espagnole. Une tomate allemande n'a pas les. Donc comment une origine UE sur un produit transformé, le miel UE, ça veut dire quoi? La betterave française, c'est pas la même que la betterave Hmm. ou les fleurs. C'est pour ça déjà d'étiqueter un petit peu correctement, d'être transparent sur l'étiquette, rien que ça. Et après, les gens font leur différence, font leur choix. Et s'ils veulent manger de la merde, ils mangeront de la merde. Et moi, je les jugerai pas. Franchement, parce que peut-être qu'ils ont envie, peut-être qu'ils pourront pas faire autrement. Mais au moins, donnons la chance aux gens qui veulent bouffer correctement d'être informés. Et aujourd'hui, le seul moyen que c'est possible, c'est d'avoir le producteur en face de soi. Et ça, c'est pas facile. Donc ça veut dire augmenter le format circuit court. À part cette obligation d'étiquetage un peu plus claire, ça serait quoi? C'est du circuit court absolument, plutôt local, plutôt sur des petites centrales d'achat que sur des gros distributeurs. Bah, après, c'est toujours pareil, c'est que c'est d'avoir le temps. L'idéal serait d'avoir
des marchés de producteurs. Moi, j'ai découvert ça dans le Lot quand je suis descendu dans le Lot la première fois il y a 12 ans maintenant. Voilà, ils étaient 6 ou 7 producteurs à monter un bâtiment et ils se retrouvent là, chacun avec leurs produits. Des choses comme ça, donc c'est ça, des ruches comme ça se fait de plus en plus. Mm. Mais, mais après, faut trouver le temps. Je pense que la personne qui veut et qui a le temps, il peut. Parce que même sur la région parisienne, même si vous n'avez pas de champ ou quoi sur la région sur Paris, il y a pas mal de producteurs qui viennent sur commande, qui prennent des commandes et qui viennent. Moi, j'ai des copains du Gers qui font des drives sur Paris avec leur magret, leur canard, et tout ça. Donc, il y a des possibilités. On aura peut-être du mal à nourrir tout le monde comme ça. C'est possible, on n'a peut-être pas le volume. Enfin, en tout cas, ça demande une logistique, parce que tu vois, sur Paris, ça existe, les petites boutiques, enfin, les commerçants en circuit court, tu vois, il y a des, pour pas les nommer, au bout du champ, mais tu as plein d'épiceries, les Quel Bon Goût, tu as plein de petites épiceries qui le font, mais ça demande une logistique un peu massive, et puis du coup, en plus potentiellement pour des volumes à écouler pour l'agriculteur qui sont pas suffisamment significatifs, j'imagine. C'est ça la complexité aussi. Et alors, en plus, on est à Paris, tout va bien. Les accès sont pensés Mhm. pour qu'on soit distribué correctement, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Ouais. Je ne sais pas à Chaton, par exemple, comment Bah, la distribution se fait, mais bah, moins le, d'aller chez l'agriculteur directement. le truc, c'est alors moi, vers chez moi, en tout cas, de plus en plus, il y a de plus en plus de mecs qui diversifient. Euh, Fromage de chèvre, des glaces avec du lait fermier, des vergers, des choses comme ça. Et ils commencent à se faire leur boutique, à se regrouper, les maraîchers et tout. Soit ils se regroupent, ils sont des petites boutiques, des distributeurs. Les distributeurs, ça marche bien aussi, Donc, tu vois, vers c'est chez ça, nous. ils commencent à se regrouper. Ils commencent. Moi, le circuit court, j'en parle depuis. Ma mère avait fait ça comme je te disais, ils avaient fait ça sur la vache à viande. C'était en 2000, donc on a arrêté le lait en 2001, ça doit être en 2002 ou 2003, tu vois, qu'on a commencé à faire du circuit court. Et c'était les prémices, et aujourd'hui, tu vois que c'est assez accéléré, hein. Ouais. Mais ça s'est vachement accéléré, mais ça reste encore très compliqué au niveau logistique, quoi. Mais en même temps, il y a que comme ça où ça perdurera, c'est que ça reste sur de la petite unité, on pourrait pas faire du gros non plus avec ça. Parce que sinon, si on commence à rentrer dans du gros, c'est plus le métier du paysan. Et on commence à rentrer on va rentrer dans un système avec passer par un intermédiaire, un distributeur et tout ça. Mm, mm. Donc ça va commencer à redevenir le bordel. Donc en fait, la solution, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait plus de gros industriels de l'agriculture Non, c'est pas possible non plus, tu vois? je pense pas parce qu'il y en a qui aiment ça. Encore une fois, il faut laisser le choix aux gens. Donc, moi, si tu veux, les grands industriels agroalimentaires, ça me dérange pas non plus. Je travaille pour un, donc, pour un des plus gros, donc ça me dérange pas. Je vais pas cracher dans la soupe maintenant. Mais, Non, mais typiquement, tu fais un choix aussi de revenir à plus petit sur ta diversification, de revenir sur plus petit, sur un peu plus propre, parce que ouais. tes vignes sont en bio, Mhm. le sont déjà, Ouais, le d'ailleurs. son, ouais. Il y a un choix de passer d'une grosse structure à quelque chose de plus petit. Enfin, est-ce que ce choix-là, il est au départ, et tu as le droit de me dire ce que tu veux, est-ce que c'est un choix économique? Est-ce que c'est un choix de raison? Est-ce que c'est un choix de cœur? Est-ce que c'est un choix politique? Enfin, tu vois, de passer d'un... Tu aurais pu planter des vignes et pas faire du bio, par exemple. Mhm. Euh, Alors, il y a eu plusieurs choses qui ont fait. Il y a pas eu une chose qui a fait que je suis parti sur ce modèle-là. Plusieurs choses ont fait que c'était logique. Déjà, je pars d'une page blanche. Je récupère pas un vignoble existant. Donc, c'est pas une conversion. Tu pars de zéro. Tu te dis, bon, bah, pourquoi pas partir tout de suite dans ce modèle-là. Parce que le bio, le plus dur, c'est la conversion. C'est les 3 années où tu passes en conversion que tu n'as pas les rendements d'un conventionnel, mais tu n'as pas les prix du bio. Et du coup, bah là, c'est l'effet ciseau, quoi. C'est-à-dire que tu produis quasiment rien en quantité et tu profites pas du prix du bio. Donc, même si aujourd'hui, le bio, ils vend quasiment moins cher que le conventionnel, parce que c'est encore un autre débat. ouais, c'est clair. Mais donc, c'est assez compliqué. Après, moi, sur les produits, sur la façon, sur le conventionnel, sur le bio, si tu veux, moi, en écologie, je vois deux choses. Il y a la santé et de la nature.
et à la santé humaine. Si la santé humaine, si un scientifique me dit tel produit, telle façon de faire, est pas bonne, je vais pas je vais pas me débattre avec lui parce que il est scientifique, moi je suis paysan, donc je vais pas. Il sait certainement mieux caler que moi. Après, il y a la santé après, il y a le côté écologique nature. Euh, J'ose encore croire que on s'y connaît, on est dedans tous les jours, dans la nature, Hmm. et j'ose encore croire qu'on s'y connaît mieux que Ruth Varenne à notre ministère. Donc, je pense que la plupart, on est rentré dans un modèle un peu de bon père de gestion, un bon père de famille, quoi. On fait pas n'importe quoi. Hmm. Euh, et donc, pour en revenir parce que je m'égare un peu, pour en revenir un peu sur le choix des vignes en bio, donc, je partais d'une page blanche. Deux, je trouve qu'il y a beaucoup moins de transformation par rapport à la céréale entre le produit fini et la matière première. Si tu veux, sur une baguette de pain, la partie du blé, elle te représente juste le quignon. Le reste, c'est de la flotte et c'est de la flotte. Donc, avant de retrouver des traces de matière active, de produits ou quoi dans la baguette, je pense qu'il va falloir y aller. Et puis, alors que le vin, voilà, tu fais ton jus, tu as quand même moins de transformation. Donc, ça me paraissait plus intéressant de travailler en bio quand même. Mais c'était surtout ça, surtout ça. Parce qu'économiquement, je suis pas sûr qu'aujourd'hui, tu valorises mieux un bio qu'un conventionnel. Je commence à me poser des questions. Alors, c'est peut-être de moins en moins vrai aujourd'hui, mais Ouais, en tout cas, ça a euh, été le cas, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. tant mieux Bah, si tu veux, moi, pour le consommateur, je veux dire. ouais, ouais. Oui, pour le consommateur, ouais. Après, comment je pense qu'on a, même en conventionnel, je pense qu'on a une des agricultures les plus propres du monde, qu'on fait pas n'importe quoi. Et moi, j'aime à croire que si c'est pour la planète, il faut mieux manger conventionnel local Hmm. que bio qui vient de je sais pas où, qui a fait Ouais, deux ouais, fois le c'est tour de la clair. planète. C'est clair. Mais encore une fois, je pense que nous, en France, on est quand même sur une agriculture qui est hyper propre. On a des produits qui sont interdits depuis 25 ans en France, qui sont encore autorisés dans certains pays. Le glyphosate, parce que je vais prendre l'exemple du glyphosate parce que ça parle à tout le monde. Hmm. Le glyphosate, nous, en France, on l'utilise en interculture, c'est-à-dire sur un sol nu. C'est un produit foliaire, c'est-à-dire que la culture qu'on va mettre en place n'aura jamais une trace de glyphosate dans la plante. C'est impossible. Moi, j'ai déjà mis du glyphosate sur des plantes qui n'avaient pas de feuilles. À partir du moment où il n'y a pas de feuilles, le glyphosate ne marche pas. C'est pas absorbé par les racines. Dans certains pays, ils ont le droit d'utiliser du glyphosate 3-4 jours avant la récolte pour faire griller les plantes pour que tout soit à maturité au moment de la récolte en même temps. En France, ça, c'est interdit. Donc, si tu veux, il y a Ça, c'est des. intéressant. Mais Tu ouais, mais vois, carrément. parce que, en fait, c'est assez. Moi, j'ai l'impression, et pourtant, je suis un peu pro-bio et pro, tu vois, la nature, tout ça. Euh, mais c'est une. Alors, c'est une information que le consommateur a s'il est allé la chercher. Et en fait, d'imaginer que ben, finalement, c'est pas si blanc ou noir les choses. Non. Et tu vois ce que tu expliques là, c'est intéressant parce que je peux imaginer qu'après les annonces du gouvernement, puis on a vu fleurir tout un tas de dessins et autres parodies à l'issue des annonces, où c'était, ben, c'est super, on a tout simplifié, vous avez le droit d'aller de vous empoisonner avec le glyphosate, bravo, belle négociation, merci la FNSEA. Ouais, Tu sais, ouais. je suis un peu dans la provocation, mais Non, mais typiquement, c'est comme ça que ça a été présenté. moi consommatrice qui suis pas agricultrice et qui est pas, qui a une vision très sommaire du sujet, je me suis étonnée qu'on se satisfasse de ces décisions et que ce soit OK de faire un peu un rétropédalage, en tout cas sur les normes environnementales, bio et d'utilisation des produits chimiques. Mais il y a des vérités. Moi, je me souviens d'une chose. C'est très criant. Euh, il y a eu les fameux néocotinoïdes, Oui. insecticides, là, qu'on nous a interdits il y a quelques années, il y a plusieurs années par voie aérienne. C'est-à-dire avec un autre tonneau de traitement et tout ça. Mm. Ok, très bien. C'est dangereux, ça tue les abeilles. Bon, why not? Pourquoi pas? Ça, je vais y revenir après dessus. Et là, j'allume les chaînes info. Donc, c'est marqué le bandeau. Les néos sont interdites en voie aérienne. Et là, on voit un avion qui est en train d'asperger un champ. Ça n'existe plus depuis 85 en France. Le mec qui n'y connaît rien en agriculture, il va dire putain, la vache, les agriculteurs français sont pas chiés, ils traitent à l'avion comme les Américains. C'était pas ça.
Si tu veux, c'est la désinformation et l'information qu'on en fait. Le glyphosate, moi, quand je vois Élise Lucet, elle a certainement fait des reportages très bien, mais si elle m'explique que le mec qui mange 100% français, il arrive à pisser du glyphosate, il va falloir m'expliquer. C'est soit il l'a bu au petit déjeuner, ou soit il mange pas français. Parce qu'encore une fois, trouver du glyphosate dans une culture française, sachant qu'on l'utilise pas sur la culture, on l'utilise en interculture, ça me paraît très compliqué. Et pour en revenir sur les néos, sur les insecticides et tout ça, moi j'ai un apiculteur à côté de chez moi, tous les ans il vient mettre des ruches chez moi. Et je suis en conventionnel. Et j'utilise des insecticides. Et il s'en est jamais plein. Et tous les ans il revient, il me refout sa quinzaine de ruches dans mes champs. C'est l'usage qu'on va faire après du produit. Et aujourd'hui, je pense que l'agriculture française a vraiment compris qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Combien de fois je me suis pris la tête avec mon père sur les doses que j'utilisais parce que les années 90, c'était 80-90, c'était le début de la chimie. Donc là, c'était les vannes grandes ouvertes. Mm. Aujourd'hui, je pense vraiment qu'il y a eu une conscience il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Les insecticides, ben, on a compris que il fallait les faire à partir de 19h quand les abeilles étaient rentrées à la ruche dormir et qu'on va pas faire un insecticide à 15h pendant que les abeilles agglutinent. Parce qu'on en a besoin des abeilles, on n'est pas là pour les buter. Mais aussi nos plantes, on ne croirait pas comme ça, mais du blé, ça pollinise, ça fleurit. Donc on en a besoin. Donc on fait pas ça pour le plaisir. On a compris tous qu'il y avait des choses. On est en train de changer petit à petit, mais on ne peut pas changer comme ça, en claquant des doigts. Mm. C'est impossible. C'est impossible. Donc, Enfin, en tout cas, ça le serait s'il y avait des aides, si on avait Enfin, mais ça le même si c'est serait. vraiment une technique différente, hein, qui dit désherbage, moi je le vois avec les vignes, qui dit pas de chimie dans le désherbage, ça veut dire travail des sols. Mm. Donc ça veut dire que c'est encore une autre façon d'apprendre, une autre façon de travailler. Donc tu vas, même si tu avais les aides, alors au-delà du coût du matériel que tu devrais acheter, parce que c'est un investissement de dingue, hein, le matériel pour le bio, quand tu commences à acheter des RC-tri, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais dans des outils de désherbage mécanique, c'est des coûts faramineux. Et puis, encore une fois, il y a la santé humaine, mais au niveau écologique, nature, quand tu commences à passer 3-4 fois avec ton tracteur qui consomme 30 litres à l'heure, je suis pas sûr. De toute façon, en écologie, moi, c'est moche ce que je vais dire, mais c'est fondamentalement ce que je pense. C'est qu'en gros, il faut choisir un peu son poison. Ce que tu gagnes d'un côté, les voitures électriques, eh ben, tu vas avoir la gestion du lithium. Les éoliennes, tu vas avoir la faune, la flore. La méthanisation, tu vas avoir autre chose. Tu vas avoir la gestion de la flotte. Il faut choisir un mix qui va contenter tout le monde, mais t'as pas de solution miracle. Au niveau nature, hein. C'est un peu cynique, tu sais. C'est hyper Alors, cynique, quel poison je vais choisir mais quand tu y réfléchis, c'est un peu ça, hein. Les éoliennes, on va te dire. Alors déjà, les éoliennes, tout le monde trouve ça génial, mais personne n'en veut devant chez lui. Moi, je vais te dire, j'avais un projet à la maison. Ça a été refusé catégoriquement par les riverains. J'ai des collègues qui ont fait de la méthanisation. C'est pareil, les riverains ils gueulent parce que c'est beaucoup d'allées et venues avec les ensilages et tout ça, parce que ça bouffe quand même quelques tonnes de matières premières. Puis après, il y a eu des problèmes aussi en Franche-Comté sur la gestion de la flotte, l'irrigation. Est-ce qu'on peut irriguer des maïs pour l'élevage et pas irriguer des maïs pour la méthanisation? Bref, c'est toujours pareil. Et si tu veux, c'est hyper cynique, hein. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Mais quand tu prends un peu de recul, tu réfléchis, tu dis, mais au final, ce que tu gagnes d'un côté, tu gagnes de l'autre. Tu le perds de l'autre. Donc, quelle est la bonne solution? Moi, je pense qu'il faut un mix. Il faut pas un tout. Le modèle qu'on avait, un tout 100%, quoi, 75 ou 80% nucléaire, c'était peut-être une connerie. Mais il faut une transition, mais il faut un mix. En gros, il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il faut pas prendre les risques mettre tous les risques au même endroit. Et il faut un mix de tout ça. Mais Écoute, tu viens de plomber un peu l'ambiance. ouais, je Je suis te désolé, propose hein, qu'on remonte, je crois que qu'on c'était censé remette. être un peu festif ton. Non, bah non, mais c'est important, c'est des sujets qui sont importants d'aborder. Mais vas-y, prends ton verre. Voilà, on va remettre un peu de gourmandise là-dedans. Euh, J'aime bien l'idée qu'on se fasse goûter des trucs. T'es venu avec un énorme morceau et vraiment, on le vit pleinement Il depuis le commence à début. vouloir s'enfuir là, C'est dis un, donc. un énorme morceau de brie qui sont très bons. Du brie de mots, Du attention, brie de c'est Meaux, pas. qui est donc à côté de chez toi. Exactement. Et donc, je te propose qu'on goûte cette chose merveilleuse, même si vraiment il est avec nous depuis quelques temps. Ça fait un petit moment. L'odeur n'est pas présente, mais Tu veux que je enfin te pas coupe, pour tout le monde, parce tu que veux que nous je te on coupe l'a une bien. petite lichette Écoute, alors? ouais, je veux bien, je suis un peu loin du morceau. Est-ce que... Attends, parce que j'en ai vraiment plein la bouche. Est-ce que tu auras un conseil
à donner au toi qui a démarré quand tu as repris l'exploitation, avec tout ton recul, avec ta vision des choses, avec tout ce que tu as traversé de chouette ou de moins chouette. C'est quoi le conseil que tu te donnerais quand tu as commencé? Pas réfléchir à l'année. Euh, C'est-à-dire que la céréale, oui, c'est une culture annuelle, donc tu récoltes au bout d'un an. Mais j'avais pas le recul de cette volatilité au niveau des aléas, tout ce qui pouvait se passer, climatique, économique et tout ce que tu veux. Et moi, j'ai eu la chance, je me suis installé. Il y a eu des incendies en Russie. La Russie n'a pas exporté pendant quasiment 2 ans. Donc ça fait que ça avait fait flamber les prix. Et quand je me suis installé, les prix étaient hyper rémunérateurs et tout. Et c'est con ce que je veux dire, mais je me suis mis pris pour un Américain, quoi. Et, et après coup, je me dis, et non, mais alors pas que sur ma vie perso, mais même au niveau des investissements et tout, je me suis dit, bon, bah, vas-y, ça c'est cool, si ça part comme ça. Donc je me suis fait quelques investissements au niveau pro. Et après coup, non, faut savoir gérer. C'est le truc, c'est que voilà, c'est pas un sprint de l'agriculture, hein. Tu pars vraiment sur un vrai marathon avec avec de temps en temps des bosses. Et de temps en temps, tu vas être sur le plat, tu vas avoir le vent dans le dos, et ça va avancer tout seul. Et puis de temps en temps, tu vas avoir une bosse et tu vas en chier. Aujourd'hui, le modèle agricole que la génération de mes parents a connu avec un prix qui était plutôt linéaire, où le seul truc qu'il fallait faire, c'était sortir du rendement pour gagner sa vie, c'est plus vraiment vrai. Aujourd'hui, il faut savoir aussi gérer. Donc, si tu as envie de te lancer dans l'agriculture, faut que tu saches un peu compter aussi. Ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant. Donc, vraiment essayer de voir à plus long terme. Ok. Tu disais, c'est un marathon avec des bosses et puis des fois, t'as le vent dans le dos. Euh, on va revenir à des choses un peu plus joyeuses et tous Mhm. ces moments où tu as eu le vent dans le dos. C'est quoi tes grandes joies, tes grandes joies aujourd'hui, ce qui te rend vraiment très heureux dans ton boulot, à côté, mais en tout cas, qu'est-ce qui te rend très heureux dans ton boulot? Les moments où tu t'es dit, ok, j'ai fait le bon choix, je regrette pas, et là c'est un pur kiff. Mhm. Bah, là, évidemment, c'est l'actualité, c'est le projet Vigne. On est en plein dedans. Euh, c'est vraiment le premier grand choix stratégique que je viens de me faire depuis 12-13 ans que je suis installé. Avant, c'était des choix sur les cultures que tu vas mettre en place. Il y a des cultures que mon père ne faisait plus, que j'ai remis en place et tout ça. Donc, déjà d'avoir changé un peu le modèle de culture et tout ça, c'était déjà bien satisfaisant. C'était très valorisant pour moi. Pas facile forcément. Parce que quand tu reprends une exploitation familiale, il faut savoir que c'est plus facile de reprendre une exploitation familiale parce que tu es dedans. Mais il faut savoir qu'après, tu bosses avec quelqu'un qui a fait ça pendant 40 ans. Et toi, t'arrives comme un enfant là, et du coup, c'est pas toujours facile. Et puis l'exploitation familiale, c'est celle de la famille, a Carrément, puis priori. je te dis, Donc c'était sixième et déjà, septième génération, donc il y a c'est. un truc à régler aussi dans le rapport. Et puis en plus, on s'est installé dans une. Moi, je me suis installé en 2011 où justement, on commençait déjà à être dans une transition un peu au niveau de tout ce qui est normes et tout ça. Donc, euh, donc vraiment, ça, c'était vraiment bien parce que j'ai réussi à mettre des choses en place que mon père ne faisait plus. Et puis après, la grosse T'as lutté satisfaction. pour les mettre en place avec lui ou ça s'est fait, il t'a fait confiance et... Oh, au début, non, c'était des débats. C'était des débats. C'était des débats animés. Mais bon, au bout d'un moment, c'était moi qui avais repris, c'était devenu moi le patron, mais c'était des débats animés. Mais après, c'est des histoires de caractère aussi, quoi. Il fallait que ça mûrisse, et puis mais ça a été très bien. Mais du coup, les premières années, ça a été vraiment d'apprendre mon métier. Parce que comme j'étais parti sur autre chose et que j'ai pas voulu faire ça jusqu'à mes 28 ans, j'ai jamais voulu faire ça. J'ai même voulu presque le fuir, ce métier, avec mes études et tout ça. Donc, c'était déjà la première étape, c'était déjà d'apprendre tout ça. Donc là, aujourd'hui, je suis content parce que. Du coup, ça t'a servi en fait, finalement, d'avoir été, d'être allé contre le vent jusqu'à tes 27, 28 ans. Ça t'a permis d'avoir ce que tu disais, une formation un peu économique, un peu Ah, mais administrative carrément. des choses et qui est nécessaire aujourd'hui et dans l'exploitation. C'est hyper intéressant parce que du coup, t'as une ouverture d'esprit qui est quand même un peu plus héroïque que si t'étais tout le temps dedans. Et d'avoir grandi dedans et tout. Après, l'inconvénient, bah, c'est que en bagage technique, j'étais un peu léger au début.
Et puis après, le réseau aussi, c'est toujours pareil, hein, ça c'est dans tous les corps de métier, hein, le réseau, c'est quand t'as pas fait tes études dans le milieu agricole ou quoi, t'arrives, le réseau agricole, au début t'arrives, donc t'as un petit peu le vilain petit canard, hein, qui a fait autre chose. Mais après coup, je suis peut-être pas le meilleur paysan du monde, techniquement, mais je vais m'en tirer par la gestion, par justement tout mon parcours. Et puis de voir des gens. Ah, mais ça va avec à la fin, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est même indispensable. Comme je te disais Bah tout à l'heure, ouais. aujourd'hui, c'est devenu indispensable. Tu peux pas te contenter d'être juste un bon paysan. C'est impossible. C'est impossible. C'est devenu, même si la base de notre métier est de produire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tu es obligé de tout compter, tout le temps, et même sur tes investissements, tout ça. C'est vraiment, on est des vrais chefs d'entreprise, quoi. Mmh. On est des chefs d'entreprise. C'est pour ça que toute cette norme, toute cette paperasse qu'on peut nous mettre, encore une fois, on est hyper volontaire et tout, mais on nous casse les pattes avec tout ça, quoi. Mmh. Mais vraiment, la fierté là, qui va arriver, je te dis, c'est la première bouteille qui va sortir en 2026, 2026-2027. Là. Première vendange 2026. Première bouteille 2027. La grande fierté, elle sera là. Ce sera vraiment la première gros truc, vraiment qui aura changé, qui va vraiment changer le cours de notre métier, quoi. Et mais avant ça, t'as bien des moments de, tu sais, je sais pas, te relever le matin et être face à ton champ, je sais pas, hein, d'être chez toi sur tes terres, de récolter ce que t'as planté, c'est très Alors, quand tu naïf fais une et belle moisson, t'es fier. Donc, moi, quand t'amènes déjà la culture au bout avec un rendement correct, t'es déjà bien heureux. T'es déjà bien, bien, bien heureux. Parce qu'encore une fois, après, j'ai peut-être pas ce sentiment-là parce que j'allais pas au produit fini. J'allais pas au je produit, comprends, ouais. Ouais. j'avais pas le produit en consommateur. Je pense que vraiment, le vin ou les autres projets qu'on avait pu voir, mais où tu vois mes voisins qui font du chèvre ou des glaces fermières et tout, je pense vraiment quand tu as vraiment le produit fini, le consommateur, Ouais, t'as un ce retour côté, satisfaction ce immédiat. côté, ce côté, jouissif du truc est tout de suite, quoi. Hmm. Là, moi, tonne de blé. Enfin, jouissif ou pas, hein, au Oui, contraire. Si c'est complètement. dégueulasse, c'est dégueulasse. Hein. Tu l'as aussi en Ouais, bah, direct. tu t'amélioreras si c'est dégueulasse. Je dis pas que la première année sera peut-être la meilleure année, mais on s'améliorera. On s'améliorera. Il faut des tests, il faut faire des choses. Peut-être que la première année, on la gardera pour nous. Elle sera peut-être exceptionnelle, on va la garder pour nous. Ou elle sera peut-être tellement imbuvable qu'on la gardera peut-être aussi pour nous, parce que vous en voudrez pas. On sait pas. On sait pas. Et en dehors de ton boulot, enfin de tes boulots maintenant, de céréalier et de vigneron, t'as du temps pour faire des choses, d'autres activités qui te rendent heureux. Alors, Euh, là, cette année, avec la mise en place du vignoble, j'avoue que c'était un peu compliqué. Après, oui, j'avais du temps. J'ai été même double actif quasiment depuis que je suis installé. Je suis quasiment double actif depuis toujours. J'ai été entraîneur de tennis. Donc j'avais du temps et c'était encore plus facile quand mon père travaillait avec moi. Mais là, c'est vrai que depuis un an, là, c'est l'énergie est à 100% sur la ferme avec le vignoble. Mais T'as arrêté le tennis du coup? ouais, j'ai arrêté en juin l'année dernière. J'ai planté les vignes en mai et du coup, je terminais l'année scolaire et j'ai arrêté. Donc le vin remplace Exactement. le tennis. Après, je dis pas que j'y retournerai pas. Alors, par contre, l'avantage, c'est que maintenant, je joue pour moi, j'entraîne plus. J'ai repris plaisir à jouer. J'ai repris plaisir à jouer. Donc, je joue pas mal, moi, mais non, non, si, on a du temps. Faut pas, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre. C'est sûr que je pars pas 6 semaines en vacances, mais qui part aujourd'hui? Le plus grand monde part 6 semaines en vacances par an, quoi. Donc, Mais sans parler que de vacances, tu sais, ça pourrait, je sais pas, tu pourrais avoir une passion absolue pour je sais pas, le théâtre et aller au théâtre régulièrement et te, ouais. te laisser la possibilité ou de peindre. Bah, moi, Sur- ma passion, c'était le sport et le tennis, surtout. Ok. Donc, c'était surtout ça. Donc, ça, j'ai largement le temps d'en faire. Et puis après, moi, comme ma passion, tu vois, c'est ça. T'ouvres une quille, un Tu, morceau de fromage, tu un morceau montes de du pain. vin, tu Ouais. montes du vin et du fromage. Non, mais c'est non, c'est Non, le mais moment de partage en nous général. n'avons pas le même maillot, mais nous partageons la même passion. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est le côté partage. Donc, moi, tu vois, là où je m'éclate, c'est quand tu vas faire un bon gueuleton autour d'une table avec un gueuleton qui va durer 5 ou 6 heures, en buvant des bons canons, en mangeant bien, et c'est génial. Mm. Ça, c'est la vie. Quoi, j'ai pas besoin de beaucoup plus, moi, d'être bien entouré de faire mon boulot, de faire mon sport de temps en temps, et puis boire des bons canons avec les copains, et puis on est heureux. On est heureux. Il y a encore de ça, il y a 3 semaines, là, j'étais à Saint-Vincent-Tournante,
Saint-Maurès-Chambranle, là, voilà, on était une dizaine avec les copains, on a bu des bons canons, et on était contents, on s'est retrouvés. Mais voilà, c'est génial, c'est génial. Ça ne demande pas des efforts surhumains, mais voilà, on s'en souviendra. On a passé une super soirée, on a bu des trucs de dingue et on a bien mangé, et puis c'était top. Je suis assez simple hein, sur les plaisirs. Bah, c'est bien. C'est Ouais. vraiment à nouveau, hein, je les partage ceux-là. Ils sont très au-dessus de la liste des trucs chouettes à faire. Boire des coups et manger un morceau avec les potes, ça c'est effectivement mon activité préférée en tout cas. Bah, c'est toujours mieux de le boire avec des copains que de boire un canon tout seul, hein, c'est tellement triste. C'est plus la même activité du coup. Il y a plus la même intention derrière, tu vois. Non. Non. Si t'avais 1 million d'euros, Ouais. qu'est-ce que tu ferais? Ah, je bazarde tout. Tu bazardes tout? Non, Non, sérieusement. Ça pourrait. Tu pourrais dire, pff, me font chier, tout, j'en peux non, plus. non, 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 bien sûr que non. Parce que, tu vois, 1 million d'euros, je trouve que la somme, elle est intéressante parce qu'elle te permet pas finalement un changement radical, tu vois. Mhm. 10 millions, 100 millions, il y en a tellement que tu n'as plus à t'inquiéter. 1 million, tu peux vite les cramer ou tu peux vite en faire quelque chose. Enfin, tu vois, c'est à la fois beaucoup et à la fois pas forcément assez pour un... Euh, déjà, en tout cas, ce que je fais aujourd'hui, je continuerai à le faire. Je me vois pas, comme tu dis, je me vois pas arrêter. Je pense pas que ça changerait fondamentalement, ça me ferait pas tout plaquer, tout plaquer. Euh, non, puis il y a un lien familial avec l'exploitation, donc je me vois pas. Bah, aujourd'hui, j'ai pas d'enfant qui reprenne ou quoi, mais j'ai un neveu, on sait pas ce qui peut se passer, donc peut-être que ça lui plaira, peut-être que c'est lui qui reprendra. Donc ouais, non, je continuerai. Je vivrai peut-être un peu mieux. Je vivrai peut-être un peu mieux. Alors, je suis désolée, je vais peut-être mettre le doigt là où c'est pas très agréable. Euh, le, cette- Ce qui a motivé, tu le disais au début, ton changement de vie pro et la reprise de l'exploitation familiale, c'était justement cette question de la transmission et du patrimoine familial à reprendre. Le fait de ne pas avoir d'enfants aujourd'hui, ça pourrait être un sujet, alors, dans ta vie d'homme ou pas, mais en tout cas sur cette notion de transmission de l'exploitation et de tout ce que tu as produit. Est-ce que c'est un sujet qui te travaille aujourd'hui ou pas forcément, on verra plus Alors, tard? ça me travaillait pas du tout avant, mais alors, vraiment pas, parce que peut-être que j'étais encore optimiste et je me disais que ça allait arriver. Je t'avoue que j'ai perdu mon père il y a 3 ans et demi maintenant, et depuis, ça me travaille. Parce que je me dis, si mon neveu veut pas, la 8e génération, elle n'y sera pas, quoi. Donc j'avoue, ça me travaille un peu. Avant, non, ça me travaillait pas jusque-là, non. En même temps, j'avais 39 ans, peut-être que j'avais encore plein d'espoir au niveau de ma vie. de ma vie. Bah, Mais, alors, il n'est jamais trop tard pour vous les hommes. oui. Mais non, non, mais c'est vrai que c'était pas un truc, c'est pas une question que je me posais, tu vois, je faisais mon truc, je faisais mes choix par rapport à un projet de vie que j'avais, hein, une idée de la vie que je voulais dans. C'est encore une fois, quand tu pars dans ce délire-là, tu pars pas pour 5 ans. C'est un projet que tu sais que quand tu te lances là-dedans, tu sais que tu vas aller jusqu'au bout là-dedans. Je connais peu d'agriculteurs qui s'arrêtent avant la fin. Hmm. Qui s'arrêtent avant la fin. Il y en a quelques-uns, hein, malheureusement de plus en plus. Comme quoi, il doit y avoir un problème quand même. Mais, ouais, c'était pas une question que je me posais il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis quelques temps, oui, je me pose un peu la question. Mais maintenant, il se passera ce qui se passera, hein. Il me reste encore 20 ans d'activité, hein. Peut-être que j'aurai de la descendance un jour. Peut-être que j'en ai un qui est caché quelque part. Ça verra, je sais pas. Il aurait peut-être pas envie d'être agriculteur, écoute. Peut-être pas. Enfin, Peut-être pas. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça s'arrête pas. De toute façon, je vais pas le forcer. Mes parents m'ont jamais forcé à reprendre. L'idée sera pas de forcer forcément quelqu'un à reprendre. Si un jour, bah, personne ne reprend dans la famille et qu'on est obligé de céder tout ça, il y a deux solutions. Soit je me barre pour pouvoir pas voir ce qui se passe. Soit par contre le projet vigne il faut qu'il continue parce que c'est pareil, les vignes on n'a pas pensé ça pour 20 ans, donc si c'est pour revendre pour que le mec il arrache toutes les vignes pour pouvoir refaire des céréales et tout ça, genre un peu, ça devient ton petit bébé quand même. Quand t'as pas d'enfant, ta ferme ça devient ton petit bébé, hein. bah ouais, non, mais je comprends. Je comprends, surtout avec le temps et l'énergie que tu y mets. Je comprends que ce soit pas à céder à n'importe qui, en tout cas. Non, non, Et je de pense la que même jamais. façon que on peut imaginer que même si tu cèdes à tes enfants, tu veux toujours avoir un regard
Toi, tu disais que ton père avait été plutôt. Enfin, que Ouais, ça avait donné lieu à des après, débats. je pense qu'il faut les accompagner, et puis, mais il faut les laisser faire leurs choix et leurs conneries, et leurs erreurs. Après, il faut les accompagner. Non, mais Tu vois, mon il faut frère, être capable de lâcher pour laisser l'autre se tromper ouais, quand tu non, sais qu'il est en train de se tromper. Tu vois, c'est pas. bah, t'essayes de rattraper. Si tu vois qu'il fait une connerie vraiment qui est rattrapable et que tu vas pas le faire. Moi, je sais que mon père avait cette force, c'est que bon, il y avait un débat. À la fin, souvent, c'était moi qui prenais la décision finale parce que bah, lui, il était sur la fin et puis moi, c'était pour. Et, euh, et à la fin, il rattrapait les conneries que je faisais. Et voilà. Mais je pense que tu vois, aujourd'hui, il sera encore là pour les vignes. Ça serait vachement plus facile parce que je pense qu'il serait derrière mon cul à récupérer des trucs sans rien dire, tu sais. Tu pars en vacances et puis tu reviens, tiens, tout est nickel, tout est déshervé, c'est magnifique. Et moi, même si tu l'as dit, surtout fais pas ça pendant mes vacances, repose-toi aussi. Mais tu vois, c'était du genre à faire ça. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que si je cède à mon neveu ou à un éventuel fils que j'aurai plus tard ou quoi, c'est pas lui mettre des barrières. Il faut qu'il. On apprend plus de ses erreurs que de ses conneries que de ses réussites, hein. Donc, C'est vrai. si ça met pas en péril, il faut être là pour le soutenir, il faut être là pour attraper la boulette, mais je pense qu'il faut laisser faire des erreurs à la personne qui reprend. Surtout si c'est ton fils ou ton neveu, je pense. Un inconnu, par contre, si ça en arrive à vendre ça à un voisin ou un inconnu, j'aurais peut-être pas la même réaction. Je me dirais, putain, qu'est-ce qu'il est en train de faire de ma ferme là. Bah, du coup, t'as dit que tu partais, hein. Tu le laisses tranquille, Je en vrai. pense que la meilleure solution est de partir. Je pense que la meilleure solution est de partir. Parce que de se réveiller, ouvrir les volets tous les matins. Moi, je le voyais avec mes parents, hein, et encore aujourd'hui avec ma mère. Quand tu ouvres les volets et que t'as vu sur les champs, je dis, ah, t'as vu, il est pas beau ton col. Ah, t'as vu là, ça va pas bien pris. T'as vu ta moutarde là, elle est en train de crever. Tu sais, t'es là, tu es bon, ok. Vous voulez pas déménager à un moment ou à un autre. Vous voulez pas déménager parce que là, tous les matins, de m'entendre dire que ma moutarde elle est en train de crever, je le sais. Je suis au courant maintenant. Je suis au courant. C'est pas la peine de me le rappeler tous les matins. Donc peut-être que des fois, rendre service, c'est de se barrer. C'est de se barrer. Pas très loin pour être toujours là au cas où, mais peut-être pas rester sur place, habiter sur place tout de suite. Et aujourd'hui, tu disais donc les Lévins, c'est avec ton frère, Ouais, qui lui est fromager, ouais. donc il a pas plus d'expérience que toi Sur la sur vinification, la non. vigne. Non, non. C'est comment cette histoire entre vous, tu vois, de qui décide, de comment, sur un sujet que vous maîtrisez pas tous les deux, est-ce que vous aidez plus que vous vous enquiquinez l'un l'autre? Tu vois ce que je veux dire? C'est vous apprenez un nouveau métier. Alors le truc c'est assez. Il y a des bonnes énergies. Après, là, ce qui est il y a des bonnes énergies quand on a lancé le truc et tout, c'est un plein de bonnes énergies. Après, là, on va dire la chose la plus sensible à gérer, c'est que la partie viticole, donc vraiment faire pousser des vignes et du raisin, c'est plus mon domaine. Lui, ça va plus être justement la vinif, où on va être un peu tous les deux, mais c'est lui qui va prendre le lead. Et après, commercialisation, ça va être plus être lui. Et aujourd'hui, vu qu'on n'a pas encore la matière, on n'a pas Hmm. encore notre produit, on est un peu comme tous les deux sur le même truc. Donc, ça peut être assez sensible. Mais par contre, l'énergie globale du projet est plutôt bonne. Euh, et voilà. Et je pense que tout va se régler, tout se réglera petit à petit quand on va entrer en production. Mais après, c'est toujours pareil, mais c'est le commun de l'agriculture, c'est que, bah, de toute façon, travailler avec un associé, c'est pas évident. Avec un associé de la famille, c'est. Dans tous les secteurs. C'est pas lié à l'agriculture, je crois, hein. Ouais, ouais, dans tous les S'associer, trouver secteurs. un Mais non, bon mais c'est vrai, associé. quand tu mélanges Ouais. l'affect au business, des fois, ça peut être compliqué. Ça pourrait Euh, t'inquiéter, ça, là? comment? Ça pourrait t'inquiéter, Non, je pense ça va. pas. Non, 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 je pense que c'est vraiment, tu sais, c'est des équilibres à trouver. Hmm. Et en ce moment, on est justement en train de chercher ces équilibres-là. En global, ça se passe très bien. Il y a quelques désaccords comme ça arrive. Parce que lui, il a pas arrêté son boulot. Moi, j'ai pas arrêté les céréales. Donc voilà, on est en train c'est nouveau, ces équipes qui se perturbent. Et voilà, faut qu'on soit de chacun à notre place. Et puis, plus le projet va avancer, plus ça sera facile. Le truc, c'est que, en tout cas, on a la même vision, en tout cas, au niveau des fondamentaux. Faut que tout le monde trouve sa place dans le truc, quoi. Mais je suis pas du tout inquiet pour la suite. Pas plus que ça. Ben, peut-être que je me trompe, on sait pas, on verra. Non, non, mais écoute, moi, j'ai noté que le rendez-vous était pris dans 2 ans et demi pour
pour goûter le Enfin, pas inquiet. Par résultat. contre, là, j'attaque la taille mercredi, hein. Si tu veux jouer du sécateur, tu peux aussi. Écoute, pourquoi pas. Mais là, c'est encore mignon ce qu'il y a à tailler, tu vois. Quand Ah non, là, c'est une t'as pas taille de simple. bois, Oui, non, là, c'est plutôt tranquille. C'est plutôt tranquille. je note l'invitation. Peut-être je viendrai vendanger. Je te... Mais c'est pareil, c'est 2026. Oui, oui, mais moi, je prends tu vois, je me suis ajustée à l'agriculteur que j'ai en face de moi. J'ai compris que c'était des cycles longs, les engagements. Ah, peut-être 2025. Peut-être 2025. Méfie-toi. Écoute, je suis presque prête. J'aime bien l'idée de te poser la question. Enfin, je m'étais noté de te poser la question où est-ce que tu te vois dans 10 ans, 15 ans. Mais je crois que tu as répondu, ça fait un peu plus d'une heure que tu réponds à ça. Ah bah non, mais de toute façon, les 20 prochaines années, oui, elles sont à chaton, hein, les 20 prochaines Elles années. sont à Chaton et plutôt avec du vin. Ouais. T'envisages de faire un switch un peu plus radical, c'est-à-dire de lâcher complètement les céréales pour faire que du vin ou... Alors, il y aura toujours de la céréale sur l'exploitation parce que je me retrouverai pas avec 140 hectares de vigne. C'est pas possible. Là, déjà, j'en ai planté 2 hectares. Maintenant, on part avec mon frangin pour que ça marche et on aimerait bien agrandir un peu le truc. En gros, l'idée de tout ça, tout ce qui est investissement, toute stratégie, tout ça, l'idée c'était qu'à 50, aux alentours de 55 ans, je sois dans la capacité de me dire, ça, j'ai plus envie de le faire, je veux faire ci, je veux faire ça. Et je suis dans la capacité de me dire, bah, tiens, là, je peux embaucher quelqu'un pour faire ce que je veux pas, ou un tâcheron, ou faire à façon. Hmm. L'idée, c'était un peu ça. Tous mes calculs, ça, c'est mon côté école de commerce, stratégique et tout. Tu vois, tous mes calculs étaient comme ça. Entre 50 et 55 ans, je serai toujours paysan. Il y aura toujours de la céréale. Il y aura toujours de la vigne. On sortira des canons. Et je choisirai par contre ce que je fais dans tout ça. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, oui, c'est que là, les 20 prochaines années, c'est à Châton. Mais en même temps, c'est pas mal, Châton. On est bien. On est bien. On a l'image de la Seine-et-Marne où c'est un plat pays avec Roissy, Disney, tout ça. Mais non, chez nous, c'est des petits vallons, c'est des petits coteaux, c'est plutôt sympa. Faut venir voir. Je viendrai vendanger. Donc. De toute façon, quand tu connais pas Châton, t'as pas connu la vie. Donc, c'est pas dur. Est-ce que c'est le slogan de la mairie, ça Non, c'est le slogan à nous. C'est le slogan à nous. Non, non, mais Je crois que vous avez lancé un hashtag avec ton frère. on a We Love Sur Châton. Oui, ouais. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Et la présipotée, j'ai La l'impression. Principauté des Tuileries. La Principauté des Tuileries à Châton. Hommage à Donc ça, Groland. c'est que des endroits où on peut vous suivre aussi sur les réseaux Sur sociaux. Insta, ouais. Alors, sur la page vraiment viticole, on est en cours de création. On n'a pas encore bien géré le truc. Après, on communique sur nos pages perso régulièrement. Donc, ouais, on peut nous suivre. Euh, Je les mettrai en commentaire de l'épisode, mais si tu veux les donner. Et ben, donc mon frère, c'est Chisgourou. Xavier Turet Chisgourou. Donc voilà, le vin et le fromage. Moi, c'est Benjamin Turet. Et donc après, l'idée, c'est de créer une page vraiment pour côté viticole. Et ça va être fait là bientôt. Et Donc, le domaine va s'appeler comment, vous savez déjà ou... alors on est sur plusieurs. Non, alors, je peux pas te dire. J'aime bien le secret. J'aurais pas l'exclu. Non, pas l'exclu parce que c'est encore en délibération. Pourtant, on n'est que deux à voter, hein, mais c'est encore en Ça délibération. promet pour la suite. On est encore en délibération. Non, on a plusieurs pistes, mais rien n'est fixé. Donc, si je vous en dis une maintenant, ça se trouve, je vais aussi. Oui, non, mais très bien, très dans bien. 3 mois, ça sera celle-là. On y reviendra. On y reviendra. Mais c'est pour ça que la page n'est pas encore créée, si tu veux. On a créé les deux, les deux noms. Donc les deux pages sont créées, mais il se passe rien. Il se passe rien parce qu'on ne sait pas laquelle faire vivre encore. On hésite. Il y aura peut-être le nom de domaine et puis une première cuvée. Alors les noms des cuvées, c'est pareil. On a quelques pistes, hein. On a déjà quelques idées, mais je pense que ça va être un peu aussi quand on va goûter la chose, quand on va être vraiment dedans, qu'on va sentir le nom de la cuvée. Comme le truc, tu vois, tu m'as fait goûter tout à l'heure, le Panique générale. Tu vois, ils ont paniqué un peu. Voilà, ça restait le nom de la cuvée. Je pense que sur le nom de la cuvée, ça va aller. Après, le seul truc qui nous tient à cœur tous les deux, que ce soit Xavier ou moi, soit mon frère ou moi, c'est que sur le domaine, il y aura un côté, il y aura un rappel à la fratrie, les deux frères, parce que c'est vraiment un projet. Un jour, c'est quand on a été voir notre pépiniériste,
Il m'a dit alors les frères Turet, présentez votre projet. Et c'était la première fois qu'on nous appelait comme ça, les frères Turet. Et on s'est regardé, ça nous a fait un truc direct. On s'est dit, oh, dis donc, c'est vachement. Il faut qu'il y ait la fratrie, l'image de la fratrie dans notre Ouais. nom. C'est là-dessus, on est hyper raccord. Maintenant, qu'est-ce que ça sera, les frères quoi? Je sais pas encore. Écoute, en tout cas, le fil rouge se tient hein, entre ton switch, transmission du patrimoine familial, etc., l'association avec ton frère à Ah non, mais il y l'âge a un à fil l'âge conducteur. Non, mais On est... c'est lisible comme histoire, en tout cas. Ouais, on commence à raconter une histoire correcte. Hein. Pourtant, elle s'est passée comme ça. Hein. C'est pas du fake. Hein. Tout est Je suis comme ça. sûre, je suis sûre. Mais non, bah, c'est parce qu'on est des gens, qui sont quand même un peu terre à terre. Donc, on suit le fil de l'histoire. Et puis, toute l'histoire est toujours un peu cohérente. Hein. Il n'y a jamais trop de choses farfelues hein, dans le milieu paysan, tu sais. On est très, très cartésien dans le truc. Hein. Ouais, après, enfin, j'ai déjà vu la page Insta de ton frère. Ouais. C'est Oui. un personnage, ça a l'air Ah, d'être un c'est un personnage. personnage. Toi, enfin, tu vois, ce côté mi-sportif, mi-agriculteur, mi-agriculture conventionnelle, mi-je me mets à faire du vin bio. Enfin, non, je suis pas. Vous êtes des gens complexes, Ouais, ouais. les frères Turet. Je sais pas. En tout cas, enfin, c'est pas blanc ou noir, et c'est ça qui est chouette aussi. C'est les aspérités que chacun peut avoir Mhm. dans sa vie qui est intéressante. Euh, Peut-être encore une question, Vas-y. mais qui est plus pour finir et, et peut-être pour terminer l'épisode. Je n'ai pas réfléchi encore au format que j'allais donner à tout ça, mais il y a quoi dans ta playlist? C'est quoi le morceau que tu écoutes en boucle en ce moment? En ce moment? Ouais. Alors, en ce moment, je suis très nostalgique. Je sais pas pourquoi. J'ai une playlist de toutes les chansons que j'écoutais quand j'étais collège-lycée. Donc, c'est du Oasis, c'est du Red Hot, c'est du Nada Surf, tous les trucs que j'écoutais en troisième seconde. Je sais pas pourquoi. J'ai un côté nostalgique sur cette musique. En même temps, il savait faire de la musique à l'époque. Comme pas aujourd'hui. On est d'accord que cette phrase fait de toi Non, une mais très c'est vieille juste. personne, du coup. Exactement. Je commence à avoir un petit discours de vieux con. Tu noteras, j'ai des vieilles personnes, Non, moi. non, mais on peut le dire. Non, alors, d'autant sur le rock, il se fait des choses encore très très bien, mais c'est vrai que, tu vois, moi j'ai grandi aussi avec tout ce qui était IAM, NTM et tout le tintouin, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'écoute du hip-hop et tout ça, c'est vrai que j'ai un peu du mal, mais ouais, aujourd'hui, en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis très nostalgique, mais ça fait peut-être un mois ou deux que ça dure, là, Ok. et je suis très là-dedans, je sais pas Il y a une pourquoi. raison à cette nostalgie Je sais pas du Non. tout, ça m'est Ok. venu comme ça. Je pense que c'était une soirée un peu arrosée avec les copains où on a juste, on a dû se partir un peu dans ce délire-là. Et puis du coup, je me suis fait une playlist et puis je me suis dit, ah, elle est pas mal cette playlist. Elle est pas mal. Ok, je vais te poser en fait une dernière question. Est-ce qu'il y a des trucs que tu manges ou bois qui sont un peu honteux, mais que t'aimes bien, que t'adores, tu peux pas t'empêcher de trouver ça trop bon, et en même temps c'est un peu honteux? Ah, je bouffe pas que du bon, hein, je vais être honnête. Hein. Je bouffe pas que du bon. Non mais il y a ce qu'on mange parce qu'on a la flemme, et bon, tant pis, tu vois. Et Ouais, il y a le truc où tu vas l'acheter parce que tu sais que ça va te faire kiffer très fort, et tu sais que c'est de la merde. ouais. Et... Mais alors, c'est pareil, ça, c'est par période. Il y a un moment, tu sais, j'étais avec les nouilles japonaises lyophilisées. Là. Je sais pas ce que j'avais avec ça. Je m'en bouffais 2 ou 3 par semaine. Ah ouais, C'est juste dégueulasse. absolument. C'est juste pas bon du tout. Et je sais pas ce que j'avais. J'avais une lubie avec ce truc-là. J'ai goûté tous les parfums, toutes les marques. Ça a duré 3 mois. J'en fais 3 fois par semaine. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est par période. Je vais avoir. Après, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer, pour plusieurs raisons. C'est toujours essayer d'acheter de la matière première et de transformer, quoi, de cuisiner. Mhm. Pas mal. Ouais, parce que sinon, si j'achète des trucs tout faits, j'achète mes courses pour une semaine, elles font 3 jours, j'ai pris 10 kilos dans la semaine, c'est pas possible. Et tu auras une maladie en plus. Et en plus, Grave. j'aurais certainement une maladie. Non, le truc le plus honteux, par contre, qui dure depuis très très longtemps et ça, par contre, je m'en fais péter le bide, c'est les Coraya. Les petits des surimi. Ah là là. Ouais, je sais. Carrément, on a cité la marque et tout, quoi. Le Pardon. Coraya. Ça, Non, non, c'est le une marque. surimi, C'est- c'est le. Ah non, mais attends, ça pourrait être un vrai choix. C'est le Coraya, mais pas du tout la marque distributeur. Ou c'est Ah non, tout c'est juste. Non, surimi. non, 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 c'est que le Coraya. Passion surimi. Que le Coraya. Ouais. Ah oui, il y a un peu, Sinon, quoi. un Alors peu, ça, par un peu contre, ça. d'élitisme dans ton. Oui. Ok.
Mais alors ça, c'est pareil, tu vois, c'est le truc, quand t'en achètes un, tu sors du supermarché, t'as déjà bouffé la moitié du paquet avant d'entrer à la maison. Et est-ce que tu manges ça avec la maillot industrielle ou tu te fais quand Non, même je une mange ça maillot nature. maison? Comme ça, d'accord. Vraiment aucun respect. Ok. Ça, non, ouais, ça, c'est très honteux. Non, je comprends. Mais merci de ton honnêteté. J'aime Mais moi-même des choses honteuses que... j'ai pas grand-chose à cacher. Et il y a quelqu'un que tu aimerais écouter dans le podcast un jour? Que j'aimerais écouter dans le Ouais, podcast. qui je pourrais proposer de venir, que ça te ferait plaisir d'écouter. Déjà, des mecs passionnés, hein. Faut vraiment que ça Ouais. soit. Moi, je pense que c'est ce que tu veux. Comme ça, un nom comme ça qui me viendrait. Non, j'ai plus quoi, je vois pas trop. Tu me prends, non, j'avoue que tu me prends le cours. On reste J'aurais sur été, non, mais Nadassi. dans le genre, non, mais dans le genre passionné, mais bon, du coup, ça va peut-être faire un peu long. Mais c'est mon frangin. Mon frangin, quand il te parle de pinard, quand il te parle de Le fromage, fromage. Ok. Ben c'est juste, écoute, c'est juste passionnant, tu vois. Tu bois ses paroles, t'es tout. du coup, ça veut dire que je vais faire donc un épisode avec toi. Je vais faire un épisode avec ton frère s'il veut bien venir. Et on peut se dire qu'on se refait un épisode à la Ouais. première cuvée tous les trois. Si Mhm. jamais il a voulu faire la deuxième, mais en tout cas, c'est peut-être. Non, non, mais si tu veux, dans le genre passionnant, ouais. C'est des mecs qui aiment leur métier. Après, il y en a d'autres, hein, mais Écoute, c'est le premier qui était venu en tout ouais. cas. Je Bah, note. écoute, Je note, je t'enverrai tu le une suis sur invite. tu le suis sur Instagram, tu lui enverras un petit message. Je ferai ça. Et bah Ouais. cool. Ouais, c'est bien, j'aime bien. Merci Benjamin. Mais de rien, merci à toi. À bientôt. Ravi d'être le premier. Merci d'avoir accepté en tout cas. Ah, c'était cool. Si comme Benjamin vous avez trouvé ça cool, pensez à vous abonner et à partager cet épisode avec tous vos amis qui mangent des tomates espagnoles en hiver. Si vous êtes sur Apple Podcast, ajoutez 5 étoiles et un commentaire serait vraiment très cool. Si vous n'avez pas aimé, partagez avec tous vos ennemis qui mangent des tomates espagnoles en hiver, je suis certaine qu'ils sont nombreux. Moi je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode du Coup de Food. D'ici là, portez-vous bien et mangez sain. Et bio. Et français. Enfin, bref, portez-vous bien et mangez sain.